Nous allons donc voir désormais la présentation de la Fédération française des sociétés d'aviron. Ce domaine peut se découper en deux grandes parties. Le premier concernant les buts, membres, titres, licences, organisation territoriale de la FFSA. Et dans un second temps, le fonctionnement de la FFSA ainsi que ses organes décentralisés. Donc, dans un premier temps, nous verrons la Fédération française des sociétés d'aviron avec une présentation générale. Dans un deuxième temps, les buts de la fédération. Dans un troisième temps, les membres. Ensuite, les licences et titres délivrés par la fédération. Son organisation territoriale. Et enfin, le fonctionnement de la fédération et ses organes décentralisés. Donc, la Fédération française des sociétés d'aviron est une association type loi de 1901 qui est agréée par l'État et qui a reçu délégation, donc qui est à ce titre en capacité de délivrer des titres, d'organiser des championnats de France, et elle est également reconnue d'utilité publique. La reconnaissance d'utilité publique permet de recevoir des dons d'une personne physique ou morale, ou alors des legs. Ces dons et legs font l'objet d'actes notariés et sont soumis bien sûr à des taxes. La fédération a pour mission d'organiser le sport de l'aviron sur tout le territoire français, et elle a rempli également une mission de service public. C'est-à-dire qu'elle est dotée de moyens suffisants et reconnue par l'État, permettant de réaliser des actions sportives et éducatives, sociales, culturelles, de formation, s'adressant à l'ensemble des citoyens. Cette reconnaissance d'utilité publique a été effectuée par l'État en 1922. Nous avons donc vu que la Fédération française des sociétés d'aviron est une association de loi de 1901. À ce titre, il est intéressant de se poser la question pour savoir quels sont les membres de cette association. Donc, nous aurons la réponse un peu plus tard dans la présentation. Concernant les buts maintenant de la fédération, la première chose est qu'elle doit de manière générale organiser, contrôler et encourager la pratique de l'aviron. Elle a pour mission également de diriger, coordonner et surveiller l'activité des groupements affiliés. Alors, que sont ces groupements affiliés? Ce sont tout simplement les ligues, comités départementaux et associations qui sont affiliés à la fédération. Elle organise également des épreuves nationales. Donc, seules les fédérations qui ont reçu délégation par l'État ont la possibilité de délivrer les titres de champion de France de l'activité. Il pourrait tout à fait exister une autre fédération d'aviron, mais c'est bien la Fédération française des sociétés d'aviron qui a la délégation et à ce titre organise les championnats de France et délivre les titres. Son autre mission est de collaborer à l'organisation des championnats scolaires et universitaires, donc en relation avec l'Union nationale des sports scolaires et la Fédération des sports universitaires. Elle sélectionne également les rameurs français pour les championnats du monde et les épreuves internationales, qui sont donc les championnats d'Europe, les coupes du monde, les championnats du monde, les Jeux méditerranéens, les Jeux olympiques, etc. Et également, elle organise des stages de formation pour les cadres sportifs et les dirigeants. Donc, cette action d'organisation de stages de formation pour les cadres sportifs, eh bien, vous êtes en train de suivre un exemple de ce type de formation. En effet, les 3 niveaux fédéraux, initiateurs, éducateurs, entraîneurs, font partie de l'organisation de ces stages de formation des cadres.
sachant que la formation des dirigeants est un peu moins développée dans la mesure où certains comités régionaux olympiques ou comités départementaux olympiques organisent justement déjà ce genre de formation. Donc toujours dans les buts de la fédération, un des rôles est également de développer des actions en faveur de la jeunesse. Notamment, un exemple, ce sont les échanges franco-allemands avec l'OFAGE, par exemple. L'organisation des assemblées, des congrès, diffuser et éditer des documents de promotion et de développement de l'aviron. Donc, l'Aviron Magazine était un exemple. Il y a également la revue des entraîneurs et tous les autres documentations à vocation pédagogique ou de promotion sont réalisées plutôt par la fédération. Celle-ci doit mettre en place également une communication interne et externe. Le média ou le support actuel Internet étant privilégié via les réseaux sociaux, via les vidéos sur YouTube et bien entendu la présence du site Internet ou l'existence du site Internet qui permet à l'Aviron et à la Fédération française des sociétés d'aviron d'être présentes sur le web. Une petite distinction concernant les prérogatives de la Fédération française et du CNOSF. Le CNOSF valide les engagements pour les JO qui fournit la liste des participants au CIO. Donc c'est bien le CNOSF dans la validation des athlètes, de la liste des athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques. C'est bien le CNOSF qui valide les engagements pour les JO sur proposition de la Fédération française. Concernant donc là où nous en sommes, nous avons vu la présentation générale de la Fédération française, ses buts. Nous allons désormais voir les différents membres de la FFSA. Nous pouvons déjà distinguer plusieurs types de membres. Le premier parmi eux sont donc les membres actifs. Et les membres actifs de la fédération, on évoquait la question tout à l'heure, les membres actifs sont donc les associations. Ce sont les clubs qui se sont déclarés en préfecture et ensuite affiliés à la fédération française, qui sont donc les membres actifs de la fédération. Une petite nuance toujours concernant les clubs, les associations d'Alsace et de Moselle, donc sachant que ces associations ne se déclarent pas en préfecture mais s'inscrivent au tribunal d'instance. Donc ces clubs doivent présenter un dossier de candidature, avoir un avis de la Ligue. Ensuite, cette demande est examinée par le comité directeur de la fédération et si l'avis est favorable, alors il y a une affiliation, ce qui engendre une cotisation annuelle de la part de cette association envers la fédération. Le deuxième type de membres sont les membres licenciés individuels, qui sont des personnes physiques exerçant une activité professionnelle pour le compte de la fédération, par exemple les cadres techniques d'État, le personnel médical et administratif, qui doivent être licenciés, mais qui n'ont pas obligation d'être licenciés au sein d'un club en particulier. Donc d'autres membres peuvent être cités. Les membres, les personnes physiques que la fédération souhaite honorer, donc on retrouve deux types de membres.
les membres d'honneur qui rendent ou ont rendu des services signalés à la fédération. Ces membres d'honneur peuvent ne jamais avoir été licenciés à la fédération. Ils peuvent assister aux assemblées générales, mais sans droit de vote. Le titre de membre d'honneur est décerné par le comité directeur. Deuxième type de membres d'honneur, les membres honoraires qui ont exercé des fonctions dirigeantes au sein de la fédération et se sont distingués par leur dévouement et les services rendus. Les membres honoraires peuvent se voir décerner l'honorariat de la fonction qu'ils occupaient, exemple président honoraire. Ils sont invités aux assemblées générales de la fédération, toujours à titre consultatif. Le titre de membre honoraire est décerné par le comité directeur. Donc, une petite anecdote concernant ce statut un peu particulier. Casimir Perier, président de la République à la fin du XIXe siècle, a été président et membre d'honneur d'un club, lequel, c'est une bonne question à laquelle je vous laisse trouver la réponse. Donc nous allons voir désormais l'ensemble des licences et titres qui sont délivrés par la fédération. Donc la licence la plus connue, c'est la licence A, licence annuelle, qui permet en fait d'avoir des activités traditionnelles, plus la participation aux compétitions de la Fédération française. Deuxième type de licence, la licence U, donc la licence universitaire, qui permet de participer aux activités plus aux compétitions de la fédération, à l'exception des championnats de France et des critériums. Donc la licence U ne peut être délivrée par les clubs, uniquement par les clubs qui ont signé une convention annuelle avec une université. Ce type de convention est téléchargeable bien sûr depuis le site internet. Un point important à noter, les licenciés ne sont pas membres actifs de la fédération, ils sont membres de leur club, lui-même est membre actif de la fédération. Et d'autre part, la licence U ne permet pas de participer au championnat universitaire de la Fédération française des sports universitaires. Il faut absolument que les rameurs soient licenciés à la Fédération française du sport universitaire et donc qu'ils aient une licence de cette fédération pour participer au championnat universitaire. Autre type de licence, la licence D, donc licence découverte, qui permet la pratique de l'aviron sous toutes ses formes, à l'exclusion de la participation à des compétitions. Et cette licence D est délivrée pour une période de 3 mois. Après avoir vu les 3 types de licences, nous allons voir maintenant les titres. Donc on retrouve plusieurs titres. Le premier d'entre eux est le titre Initiation, qui est délivré pour une période de 7 jours date à date. Il permet la pratique de l'aviron sous toutes ses formes au sein des associations, à l'exclusion de la participation à des compétitions, et permet principalement des actions de découverte. Il peut être délivré par les ligues, les comités départementaux, les clubs et les structures conventionnées. Deuxième type de titre, le titre scolaire, qui lui est émis par les associations ayant signé une convention annuelle avec un établissement scolaire. Il est délivré gratuitement et permet de recenser tous les élèves pratiquant l'aviron. Une convention scolaire type est téléchargeable depuis le site internet de la fédération. Autre point, pour pouvoir participer au championnat de France UNSS, championnat d'académie ou championnat de France, il faut posséder une licence UNSS.
Le titre scolaire donc n'inclut pas de garantie d'assurance et ne permet pas de participer au championnat UNSS. Le seul objectif de ce titre scolaire est le recensement de tous les pratiquants et notamment donc, des pratiquants scolaires. Il faut savoir que la fédération avait pour objectif de recenser 100 000 pratiquants en 2008. Ce chiffre des 100 000 pratiquants a été atteint et même dépassé largement en 2012 avec plus de 103 000 pratiquants. Nous allons désormais voir le calendrier de délivrance et d'utilisation d'une licence annuelle. Nous voyons donc sur ce schéma le calendrier avec les différentes étapes de possession d'une licence, avec d'une part l'année civile, donc l'année N qui va du 1er janvier au 31 décembre, et l'année scolaire ou l'année sportive donc qui va du 1er septembre précédent jusqu'au 31 août. Donc la période de délivrance et de validité de la licence A va donc du 1er septembre jusqu'au 31 août. Le licencié peut participer à des compétitions avec cette même licence jusqu'au 30 septembre. Il est assuré pour la pratique de l'aviron jusqu'au 31-12 de l'année N. Et donc, le licencié peut participer à des épreuves nationales durant toute l'année civile donc, de cette année N. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne qui prend une licence au 1er septembre de l'année N-1 est couvert par l'assurance jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Il peut donc pratiquer et tout en étant assuré. Il est toutefois nécessaire de renouveler sa licence dès le début du mois de septembre afin de pouvoir participer, être licencié pour les épreuves notamment du mois de novembre, je pense aux têtes de rivière ou d'autres épreuves qui auraient lieu à partir du mois d'octobre et de novembre. Nous parlions lors de ce calendrier de délivrance de la licence de la couverture par l'assurance jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Il est intéressant maintenant de porter un regard sur les aspects justement d'assurance, à savoir que toutes les licences et les titres intègrent une assurance indemnisation des dommages corporels souscrite par la fédération auprès de la Maif. Donc les assurances se répartissent en plusieurs catégories. Il y a la responsabilité civile qui couvre les dommages causés à autrui de son propre fait ou du fait des personnes dont on a la garde. La catégorie dommages corporels qui couvre les dommages subis par la personne dans le cadre de la pratique, qui engendre hospitalisation, soins, incapacité totale ou partielle, alors qu'il n'y a pas de responsabilité engagée. La catégorie matérielle qui couvre les accidents matériels sans que la responsabilité d'autrui soit mise en jeu. La catégorie défense-recours qui couvre les frais de procédure des tribunaux ou d'assistance juridique lorsqu'il s'agit de se défendre ou d'engager des poursuites judiciaires lorsque l'on voit ses droits attaqués, contrats rompus, diffamation, etc. La catégorie véhicule à moteur, outre la responsabilité civile obligatoire, couvre éventuellement les dommages causés aux conducteurs, aux personnes transportées, aux véhicules, à la remorque, aux biens transportés. Et également le vol, l'incendie, les bris de glace.
En tout état de cause, il est important de vérifier les clauses du contrat d'assurance. Mais il faut savoir que la Maif, un des principaux partenaires de la fédération, couvre à travers la licence la majorité des cas évoqués. Donc les garanties s'appliquent à l'occasion de tout événement de caractère accidentel survenant lors de la pratique aviron, y compris lors des trajets pour se rendre au lieu d'activité. Autre point, elle couvre également les activités connexes qui sont organisées dans le cadre de l'activité aviron. Je pense notamment à des stages de ski de fond ou d'autres activités qui s'effectuent dans le cadre de la préparation et de l'entraînement. Par contre, il faut que ces activités soient programmées. Si elles sont effectivement programmées et affichées, l'assurance les prendra en charge. Si ces activités se font sans qu'elles soient programmées, alors dans ce cas-là, il risque de ne pas y avoir de couverture par l'assurance. Toujours dans les licences et titres donc, concernant l'assurance, donc sont garanties toutes les pratiques aviron, y compris mer jusqu'à 2000 des côtes. Toute discipline sportive pratiquée dans le cadre d'une préparation à l'aviron, c'est ce que l'on évoquait. Et les activités promotionnelles, fêtes, balles ou sorties organisées par la structure. Et il faut savoir également que ces garanties s'appliquent sur tous les plans d'eau en compétition et à l'entraînement, et ça dans le monde entier. Nous allons voir maintenant l'organisation territoriale de la fédération. Donc, le premier échelon territorial de la fédération est la Ligue. Donc la fédération compte 26 ligues. Le territoire d'une ligue en fait est identique à celui d'une région administrative, à l'exception des ligues de Côte d'Azur et de Provence-Alpes qui dépendent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut noter également que la réunification de la région Rhône-Alpes est assez récente dans la mesure où il y a encore quelques années, fin des années 80, début des années 90, on avait encore la Ligue du Dauphiné-Savoie et la Ligue du Lyonnais. Donc c'est en fin des années 90, début des années 2000 qu'il y a eu la réunification de la Ligue Rhône-Alpes qui correspond maintenant effectivement à la région administrative. Autre échelon de cette organisation, le comité départemental. Donc le comité départemental n'est pas une structure administrative relais entre la fédération et les clubs. Quand il existe, le comité départemental dépend de la Ligue qui représente la fédération sur son territoire. Il doit donc de ce fait respecter la ligne d'action tracée par la fédération. Donc il peut y avoir plusieurs clubs dans un département, mais il n'y a pas nécessairement de comité départemental dans chaque département. Cette organisation permet de créer un interlocuteur avec le conseil général notamment, ou d'autres collectivités ou municipalités, de manière à décliner des projets de la fédération ou de la ligue. Troisième niveau de cette organisation territoriale, le club, qui est donc l'unité de base de la fédération. Donc chaque club est membre actif de la fédération, je le répète. L'association affiliée à la fédération en devient un membre actif. Elle peut obtenir l'agrément jeunesse et sport afin de pouvoir recevoir des aides des organismes publics. Et les statuts de la fédération obligent tous les adhérents d'un club à être licenciés à la fédération.
Le fait d'avoir tous les membres de l'association licenciés à la fédération permet d'être bien représentés dans les assemblées, comité départemental, ligue, OMS, etc. Et le nombre de voix étant en relation avec le nombre de licences délivrées permet le plus souvent d'obtenir des subventions en rapport avec le nombre de licences fédérales délivrées et d'avoir une bonne représentativité de l'aviron dans le milieu sportif. Nous allons donc voir maintenant les principaux interlocuteurs de la fédération. Donc le premier interlocuteur, le ministère de la Jeunesse et des Sports, toujours à l'échelle ministérielle, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et également tous les autres ministères, ministère des Transports, navigation intérieure par exemple. On retrouve également comme interlocuteur en lien avec le ministère de la Jeunesse et des Sports le Comité national olympique et sportif français, qui regroupe l'ensemble des fédérations olympiques, non olympiques, scolaires et universitaires, ainsi que toutes les fédérations affinitaires. Les principaux interlocuteurs de la Ligue maintenant. Le premier interlocuteur, donc avec le préfet de région, qui représente le Premier ministre au niveau du territoire régional, qui a lui une autorité sur l'ensemble des directeurs des différentes administrations régionales. La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, donc avec ses conseillers techniques sportifs régionaux qui sont fonctionnaires et rattachés à cette direction régionale et sur lequel rattachés à cette direction donc, du territoire sur lequel ils interviennent. Le rectorat, qui est l'administration régionale de l'éducation nationale, qui est un interlocuteur dans la mesure où il existe dans cette région des sections sportives où l'option aviron est présente au bac, des formations continues des enseignants d'EPS sont organisées, etc. Les autres administrations régionales peuvent être par exemple la direction régionale de l'équipement ou d'autres administrations en fonction des projets que la Ligue met en place. Le conseil régional, donc interlocuteur privilégié, l'exécutif régional élu qui décide des grandes orientations économiques, sociales et culturelles, et l'instance du CROSS, donc le comité régional olympique et sportif, qui regroupe les représentants de ligue et constitue l'interlocuteur privilégié du mouvement sportif devant les instances officielles. Conseil régional, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les ligues ou comités régionaux. Quant au comité départemental maintenant, quels sont ses interlocuteurs? Eh bien, à peu près la même déclinaison que pour la Ligue. Le préfet de département, donc premier interlocuteur, il est le supérieur hiérarchique de l'ensemble des services administratifs du département. La direction départementale de la cohésion sociale, ou dans certains départements, donc la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui délivre les agréments, délivre des cartes professionnelles aux éducateurs sportifs, diligente des contrôles, notamment la qualification de l'encadrement, les équipements, etc. Sur le versant éducation nationale, l'interlocuteur du comité départemental sera l'inspection académique, qui représente le ministère de l'Éducation nationale au niveau du département et qui, elle, délivre les agréments aux éducateurs pour intervenir en milieu scolaire. D'autres administrations peuvent également être l'interlocuteur privilégié du comité départemental. Je
pense notamment à la direction départementale du travail et de l'emploi concernant des aides ou alors l'embauche de personnes, par exemple. Le Conseil général, donc, qui représente l'exécutif élu qui décide de la politique économique, sociale et culturelle du département. Le comité départemental olympique et sportif, donc, qui regroupe l'ensemble des représentants des comités départementaux sportifs, qui est l'interlocuteur privilégié des instances départementales, conseil général, direction départementale de la cohésion sociale, comités départementaux, etc. Et un autre point, la DESI, donc, qui est plus ou moins développée selon les départements, qui est la commission départementale des espaces, sites et itinéraires de nature, qui regroupe sous l'égide du Conseil général des représentants du secteur concerné par les espaces de nature pour définir des schémas d'aménagement et d'utilisation et également éviter le conflit entre les différents usagers d'un même site. Au niveau du club, maintenant, on retrouve les collectivités intercommunales qui regroupent des communautés urbaines ou des agglomérations ou des communes et qui décident des compétences qu'elles souhaitent gérer sous sa responsabilité. Donc, ces collectivités intercommunales auront des compétences différentes entre chacune. La commune, donc, qui est la plus petite et la plus ancienne subdivision administrative, qui est gérée par un conseil municipal qui est élu au suffrage universel direct tous les 6 ans et qui élit en son sein un maire. Donc la commune n'est pas tenue d'exercer des compétences particulières dans le domaine sportif, mais elle peut avoir justement développer cette compétence et même avoir jusqu'à se doter d'un service des sports pour les grosses communes. Donc ce service administratif qui se trouve dans les communes de moyenne et de grande importance, donc organise le fonctionnement du sport. À sa tête se trouve un directeur des sports qui dirige une équipe d'employés territoriaux, opérateurs, éducateurs territoriaux des APS, gardiens de gymnase, etc. On peut retrouver également un office municipal des sports, qui est une association qui regroupe les associations de la commune qui veulent y adhérer. Il est l'interlocuteur privilégié du mouvement sportif local avec les instances municipales. Son rôle est de mettre en place des actions communes entre les différentes associations, manifestations sportives, prêts de matériel, formation, et il propose au conseil municipal des grilles de répartition des subventions et d'utilisation des installations, par exemple. Nous voici arrivés au terme de la première partie. Dans une seconde partie, nous verrons donc le fonctionnement de la fédération et de ses organes décentralisés. Nous voilà dans cette deuxième partie consacrée au fonctionnement de la fédération et de ses organes décentralisés. Donc tout d'abord des aspects généraux concernant les textes réglementaires à propos du fonctionnement de la fédération. Ces différents textes réglementaires sont dans un premier temps les statuts, donc, qui définissent le mode de fonctionnement et de gestion de la fédération en s'appuyant sur des principes démocratiques. Et ils sont en conformité avec la loi sur le sport et le code du sport. Deuxième type de texte réglementaire, le règlement intérieur qui précise les modalités de fonctionnement et d'élection des diverses instances de la fédération. Et puis, troisièmement, on retrouve également tous les annexes du règlement intérieur qui se rapportent à des domaines précis des activités de la fédération.
Donc voici la liste des annexes du règlement intérieur. L'ensemble de ces annexes figurent sur le site internet de la fédération et sont téléchargeables. Donc on peut voir l'annexe 1 donc, concerne tous les aspects disciplinaires, l'annexe 2 les aspects disciplinaires mais surtout ce qui touche à la lutte contre le dopage. Les annexes 3 sont les annexes financières, annexe 4 le règlement médical, annexe 5 tout ce qui est relatif à la santé, annexe 6 les annexes de la formation, les annexes 7 code des régates, les annexes 8 les annexes concernant l'arbitrage, les annexes 9 concernant les mutations, les annexes 10 concernant les championnats et critériums, les annexes 11 sont relatifs à l'encadrement et les annexes 12 concernent la technique des équipements. Alors maintenant l'organigramme de la fédération, c'est un organigramme traditionnel pour une association. Étant donné qu'on a un pouvoir délibératif et de contrôle représenté par l'Assemblée générale, ensuite un pouvoir délibératif avec le comité directeur et le pouvoir exécutif exercé par le président et le bureau. À côté de ces trois organes se trouve un pouvoir consultatif, donc avec l'ensemble des 7 commissions de la fédération, les 3 commissions définies statutairement, plus les 4 commissions définies dans le règlement intérieur. Donc les 3 commissions définies statutairement sont la commission de surveillance des opérations électorales, la commission médicale et la commission des arbitres. Les 4 commissions définies dans le règlement intérieur sont la commission des compétitions, la commission de l'aviron de mer, la commission scolaire et universitaire et la commission tourisme et randonnée. Donc nous allons nous pencher maintenant sur les principes d'élection. Donc il faut savoir que les principes électifs sont communs à la fédération et à ses organes décentralisés. Les assemblées générales se déroulent tous les ans, mais ne sont électives que tous les 4 ans. Le nombre de voix de chaque association électrice est fonction du nombre d'unités de licence. Donc c'est pour cette raison que les clubs doivent bien enregistrer toutes les licences. Donc une licence A vaut une unité de licence, une licence U une demi-unité de licence et une licence D une demi-unité de licence également. Le fonctionnement, donc toujours sur les principes d'élection. Donc les représentants doivent être licenciés à la fédération. Pour les AG du comité départemental ou de la ligue, ce sont les représentants des clubs, et pour les assemblées générales de la fédération, ce sont des représentants de ligue. Toute personne souhaitant se faire élire doit être donc licenciée depuis plus de 2 ans à la fédération, âgée d'au moins 18 ans et licenciée depuis plus d'1 an d'une association adhérente au comité départemental ou à la ligue, respectivement pour les élections au comité directeur du comité départemental et de la ligue. Donc il faut savoir qu'en cas de vacance de poste au sein du comité directeur, le remplacement de l'intéressé intervient au cours de l'assemblée générale suivante et le pouvoir du nouvel élu. Les pouvoirs du nouvel élu prennent fin en même temps que ceux de l'ensemble des membres du comité directeur. Il est possible qu'une personne ne soit pas éligible, par exemple pour un manquement grave aux règles du jeu ou de l'esprit sportif. Autre point important,
toute personne ayant été condamnée à une peine faisant obstacle à son inscription sur les listes électorales ou sanctionnée d'inéligibilité ne peut être élue au sein d'une association, ligue ou comité départemental. Donc, concernant le comité départemental, c'est des associations de loi 1901. Donc, je mets toujours le bémol concernant les associations d'Alsace-Moselle. C'est pour ces 3 départements des associations de loi 1908, dépendant du code civil local. Donc, ces associations regroupent et représentent les clubs affiliés dans un même département. Ces comités départementaux reconnus par la fédération, mais ce n'est pas une structure administrative. Ils ont pour objectif de développer la pratique de l'aviron dans le département. Ils coordonnent également les relations entre les associations au sein du département et sont l'interlocuteur privilégié avec les partenaires publics et privés du département. En effet, le comité départemental peut attribuer des titres de champion départemental d'aviron. La Ligue, la Ligue est une association de loi 1901, qui est agréée par la DRJSCS et reconnue par la fédération dans ses statuts. Encore une fois, autre bémol concernant l'Alsace, c'est une association de droit local, donc également par contre agréée par la DRJSCS et reconnue par la fédération dans ses statuts. Elle regroupe tous les clubs affiliés d'une même région et organise et développe la pratique de l'aviron dans cette région en conformité avec la politique fédérale. La Ligue également peut attribuer des titres de champion régional d'aviron. Elle joue un rôle d'arbitre entre les associations qui la composent, ainsi qu'un rôle disciplinaire le cas échéant. Elle jouit de l'autonomie administrative et financière et représente un interlocuteur privilégié des organes décentralisés et déconcentrés publics ainsi que privés au niveau régional. Donc la Ligue est en relation avec les organes décentralisés et déconcentrés, DRJSCS, Conseil régional, CROSS, Conseil économique et social, etc. Donc l'organisation de la Ligue, l'Assemblée générale, avec un délégué élu par club disposant du nombre de voix du club en fonction du nombre de licences qu'il représente. Donc cette assemblée générale élit le comité directeur qui doit être composé au minimum de 10 membres et en son sein ce comité directeur élit le bureau et le président. Donc la représentation des femmes au comité directeur est assurée par l'obligation de leur attribuer au moins un siège si le nombre des licenciés féminines de la Ligue est inférieur ou égal à 10% du nombre total des licences, et un siège supplémentaire par tranche de 10% au-delà de la première. L'élection des instances dirigeantes de la Ligue a lieu tous les 4 ans selon les statuts propres à chaque Ligue. Les fonctions de membres élus du comité directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de la Ligue ou de la fédération et ne peuvent donner lieu à rémunération. Des personnalités élues ou désignées sont chargées d'animer une commission, un secteur d'activité particulier. Ce sont notamment le président de la commission d'arbitrage de la Ligue ou le représentant sportif qui est souvent le président de la commission sportive de la Ligue. Donc le CTS assiste aux réunions de comités directeurs et de bureaux avec voix consultative.
L'Assemblée générale de la Ligue élit 1 à 3 délégués qui disposent du nombre de voix portées par la Ligue en fonction du nombre d'unités de licence que celle-ci représente. Maintenant, nous allons voir la représentation régionale. Donc, pour l'Assemblée générale de la Fédération, chaque ligue a 1, 2 ou 3 représentants qui sont élus lors de l'Assemblée générale de la Ligue. Ce nombre de représentants est fonction du nombre de licences que la Ligue comporte. Donc entre 0 et 500 unités de licence, il n'y a qu'un seul représentant de la Ligue. Entre 500 et 2500 unités de licence, il y a 2 représentants. Et pour les ligues avec plus de 2500 unités de licence, il y a 3 représentants de la Ligue. Donc, concernant le nombre de voix que ces représentants portent, donc de 2 à 20 unités de licence, la Ligue représente une voix. De 21 à 50 unités de licence, la Ligue représente 2 voix. De 51 à 500 unités de licence, il y a une voix supplémentaire par 50 ou par fraction de 50. Entre 501 et 1500 unités de licence, il y a une voix supplémentaire par 100 ou par fraction de 100. Et au-delà de 1500 unités de licence, une voix supplémentaire par 150 ou par fraction de 150. Donc, nous allons voir maintenant le déroulement de l'Assemblée générale de la Fédération. Donc, elle se réunit au moins une fois par an. Il y a un quorum nécessaire, c'est-à-dire que le nombre de membres représentant au moins la moitié des voix est présent. Et il faut savoir que le vote par procuration ou par correspondance n'est pas admis. Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée à 15 jours d'intervalle. C'est le fonctionnement typique d'une association. Donc le rôle de l'Assemblée générale de la Fédération, elle définit, oriente et contrôle la politique de la Fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget, fixe les cotisations dues par les associations affiliées. Elle adopte les statuts et règlements et approuve les rapports sur la situation morale et financière de la Fédération. Le comité directeur de la Fédération, quant à lui, composé de 24 membres, comprenant un médecin, 2 représentantes des femmes, un siège par tranche de 10% de licenciés féminines par rapport au nombre de licenciés de la FFSA. Les membres sont élus pour 4 ans au scrutin secret par l'Assemblée générale. Et le quorum, c'est 1/3 au moins des membres présents. Le comité directeur se réunit au moins 3 fois par an. Son rôle est de prévoir, organiser et coordonner les activités. Il vote les règlements sportifs et leur règlement médical et toute disposition non prévue par les statuts et devant être soumis au vote de l'Assemblée générale. Il suit l'exécution du budget. Seule l'Assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme dans les conditions prévues dans les statuts. Une petite remarque, en 2009, le nombre de représentantes féminines sera directement proportionnel au nombre de licenciés féminines. Donc les organes de direction de l'administration de la FFSA. Donc l'Assemblée générale est composée de 1 à 3 délégués par ligue. Cette Assemblée générale élit le comité directeur, donc de 24 membres minimum, dont un médecin et les représentantes féminines.
Ce comité directeur se réunit et propose un président à l'Assemblée générale. Ce président est élu par l'Assemblée générale ou pas. S'il n'est pas élu, le comité directeur doit refaire une proposition et reproposer un autre candidat à la présidence. Une fois élu, donc le comité directeur élu en son sein au scrutin secret le bureau, qui est composé de 8 membres au plus, dont le président, le secrétaire général, le trésorier et 3 vice-présidents. Le bureau se réunit au moins une fois tous les 2 mois et il a compétence et tous les pouvoirs pour assumer la gestion courante de la FFSA dans le cadre des directives données par le comité directeur auquel il rend compte. Il faut savoir que le directeur technique national donc, assiste aux réunions de comité directeur et de bureau avec voix consultative. On retrouve donc les 7 commissions également. Donc le président de chaque commission est proposé par le président de la fédération et élu par le comité directeur. Ces commissions sont composées de 5 membres au plus, proposés par le président de commission, et l'ensemble de ces membres sont donc également élus par le comité directeur. Dernier point traditionnel, ces élections ont lieu tous les 4 ans. Concernant les 7 commissions de la fédération, nous l'évoquions tout à l'heure, 3 commissions sont prévues par les statuts, la commission des arbitres, la commission médicale et la commission de surveillance des opérations électorales, et 4 commissions prévues par le règlement intérieur, donc la commission des compétitions, la commission d'aviron de mer, la commission tourisme et randonnée, la commission scolaire et universitaire. Donc ces commissions ont bien un rôle consultatif et elles ne sont pas habilitées à prendre des décisions. Pour faire un petit résumé, donc la Fédération française des sociétés d'aviron, fondée en 1890, est administrée en conformité avec la loi sur le sport et le code du sport. Elle est organisée selon le modèle administratif français au niveau national, régional, départemental et local. Les autres points, les statuts et règlements intérieurs définissent son mode de fonctionnement et les modalités électives des instances nationales, Assemblée générale, comité directeur, bureau et commission. Et donc, comme évoqué précédemment, l'ensemble des textes sont consultables sur le site internet de la fédération, sachant qu'il arrive assez souvent des mises à jour, donc il est intéressant d'aller voir régulièrement pour s'informer du mode de fonctionnement et des actualités. Voilà, je vous remercie pour votre attention, bonne continuation, bon apprentissage et à bientôt. Au revoir.